En mai 1951, après son départ du Japon, le général Douglas MacArthur, ancien commandant des forces alliées de l'occupation, compara le Japon, devant une partie du Sénat américain, à un enfant de 12 ans. Le général faisait référence à l'expérience japonaise de la démocratie, mais son commentaire paternaliste fut un choc pour les Japonais. Quelques mois plus tard, en septembre 1951, un traité de paix allait être signé, rendant son indépendance au Japon et mettant fin à l'occupation alliée l'année d'après. À la même époque, en avril 1951, le magazine Shonen voit pour la première fois apparaître le personnage d'Astro, l'enfant robot. Atom Taichi mettait en scène l'invasion de la Terre par des extraterrestres et Astro allait devenir l'ambassadeur de la paix entre les humains et ses envahisseurs. Si sa publication précède le commentaire du général MacArthur, une première version du traité de paix avait déjà été envoyée au gouvernement japonais en mars 1951. Osamu Tezuka a donc dessiné son histoire parallèlement à ce processus diplomatique. Dans l'édition d'avril 1952 du magazine Shonen, Tezuka lancera une deuxième version de son robot, Tetsuwan Atom, qui vivra pendant de nombreuses décennies à travers des produits dérivés, séries télé, jeux vidéo et films d'animation. Aujourd'hui, Astro est l'un des personnages les plus reconnaissables du manga, tout en étant une pierre angulaire de la science-fiction japonaise, car il réunit de nombreux éléments qui vont en définir les thématiques principales. Il serait alors intéressant de se pencher sur des caractéristiques propres à Astro pour explorer ces univers de science-fiction parmi les mangas qui doivent tant à Tezuka et à son petit robot. À cause de son corps, Astro est un robot prisonnier d'une enfance perpétuelle. Au début de Tetsuwan Atom, son créateur, le Dr Tenma, fait en sorte qu'Astro ne sache pas qu'il est un robot. Astro incarne alors l'innocence, la pureté, et sa vie se résume à être un substitut au fils décédé de Tenma. Mais il se montrera finalement incapable de combler les attentes de son créateur, qui l'abandonnera. Après sa défaite de 1945, le Japon des années 50 cherche à se reconstruire, à retrouver une certaine jeunesse et un certain optimisme. Tezuka et les mangaka de cette période vont inscrire le manga avant tout comme un divertissement pour les plus jeunes. Leur espace de publication privilégié était le magazine Shonen, ciblant la jeune génération. On allait ainsi voir apparaître deux éléments récurrents du manga de science-fiction. Soit le personnage principal était jeune et innocent, ou alors il s'agissait d'un robot figé dans une jeunesse éternelle. D'ailleurs, Tezuka avait déjà introduit un personnage d'enfant robot, Michi, dans son œuvre Metropolis de 1949. En 1977, Leiji Matsumoto et son Galaxy Express 999 donnaient vie à un adolescent qui voulait se débarrasser de son corps mortel pour un corps mécanique. Dans les années 80, Akira Toriyama allait s'inspirer d'Astro pour créer Harale, sa version de l'enfant robot dans Dr Slump. Cependant, la jeunesse des années 70 et 80 allait voir l'âge moyen de la société japonaise augmenter et le monde du travail devenir plus concurrentiel. Certains mangas de science-fiction allaient alors illustrer cette jeunesse sacrifiée. L'école emportée de Kazuo Umezu transportait des écoliers dans un monde apocalyptique pour les sacrifier sur l'autel de la cruauté de ce monde inconnu. Akira et Neon Genesis Evangelion allaient tous deux
mettre en scène des ados opposés aux adultes qui les manipulaient. Quant à Astro, dans le dernier épisode de sa première série télé, en 1966, il se jette dans le soleil pour sauver l'humanité. Son sacrifice pourrait alors rappeler celui des jeunes japonais morts durant la guerre du Pacifique. Astro est un pacifiste, il est programmé pour protéger les humains. Cette caractéristique est l'un des moteurs du manga, puisque dans le monde d'Astro, alors que les robots sont victimes des brimades que leur font subir les humains, Astro, par nature, ne peut pas se révolter. La constitution du Japon, rédigée après sa défaite, contient un article stipulant que le Japon doit renoncer à l'usage de la force pour régler des conflits internationaux. C'est pourquoi le Japon possède ces fameuses force d'autodéfense. Comme pour Astro, cette constitution programme les Japonais à aller dans le sens du pacifisme. Cette idéologie va se retrouver dans le manga, en particulier dans ceux de Tezuka. Phénix, l'oiseau de feu, projette ici son lecteur dans le passé, là dans un futur lointain, avec comme fil conducteur un phénix, symbole du triomphe de la vie à travers les époques. Ailleurs, dans Nausicaa de la vallée du vent, Miyazaki abordait le thème écologiste, mettant en scène l'importance de l'équilibre entre technologie et nature. Tout en évoquant les forces d'autodéfense et les agressions étrangères, les œuvres de Leiji Matsumoto dépeignent une humanité en proie à des envahisseurs convoitant la Terre. Yamato, le cuirassé de l'espace, met en scène des astéroïdes projetés sur Terre par des extraterrestres qui veulent en modifier l'écosystème. Albator, pour sa part, donne vie à des pirates de l'espace se dressant contre l'invasion de femmes plantes, tandis que le reste de l'humanité, réunie sous la bannière d'un seul gouvernement, ne semble pas prêt à réagir. Astro protège l'humanité, mais sa source d'énergie provient du réacteur nucléaire dans son torse. Cela va inciter les groupes pro-nucléaires de l'après-guerre à utiliser l'image d'Astro, ce qui peut sembler étonnant pour un pays ayant subi 2 attaques nucléaires. Mais cela montre le travail des discours d'après-guerre qui voulaient donner une image positive de la science moderne. Astro est un enfant de l'atome. Il incarne la volonté de Tezuka de discuter de technologie et de son potentiel à faire le bien de l'humanité. Mais à la naissance d'Astro, la représentation du scientifique était double, car le petit robot avait 2 figures paternelles. Son créateur, le docteur Tenma, utilisait la science égoïstement pour combler le vide laissé par la mort de son fils. Il finira par abandonner Astro, qui sera recueilli par le docteur Ochanomizu, son second père. Ce dernier va lui transmettre un sens moral afin de respecter toute forme de vie. Ainsi, c'est au travers de ces 2 pères que le rapport à la science se construit et avec lui, le discours lié au nucléaire. On retrouvera ces questionnements liés aux usages de la science dans de nombreux mangas contemporains à Astro. La figure du mauvais scientifique est par exemple très ostensible dans Yurei Hakase, manga de Kazuyoshi Fukumoto datant de 1956, où un professeur démesurément agrandi provoque la panique en ville. On pourrait aussi citer Billy Puck, œuvre de la fin des années 50 écrite par Mitsuhiro Kawashima, où le héros combat une organisation maléfique technologiquement avancée. On pensera bien sûr tous à Godzilla qui dès 1954 affiche sur grand écran une Tokyo détruite par un monstre réveillé par des tests nucléaires. La signification symbolique est évidente. Les monstres et les robots géants permettent aux Japonais de reprendre le contrôle de la destruction nucléaire qu'ils ont subie. Le principe de série qui se met en place dès le succès du premier Godzilla donne vie à un processus de destruction-reconstruction. Dans les mangas, ce processus de destruction de villes à répétition se retrouve par exemple dans les années 70 avec la trilogie de robots géants de Go Nagai, Mazinger Z, Great Mazinger et UFO Robot Gurendaiza ou Goldorak en français. Dans Akira, Katsuhiro Otomo détruit entièrement Tokyo à 3 reprises. Ailleurs, c'est la guerre nucléaire globale qui amène Ken le survivant, dans les années 80, à parcourir un monde post-apocalyptique
en ruine. Enfin, dans Neon Genesis Evangelion, les autorités ont construit une ville de façade, une fausse Tokyo, pour que des sortes de robots géants puissent y combattre des envahisseurs extraterrestres sans provoquer de pertes humaines. Ici, la ville devient donc un décor où le cycle de la destruction se répète encore et encore. Astro est le produit d'une alliance entre gouvernement et scientifiques. Lorsqu'il était l'enfant substitut de Tenma, il avait une fonction privée, mais plus tard, il passe à une fonction publique, celle de défendre les humains, tout comme les droits des robots, et il est un ambassadeur face aux envahisseurs. Au Japon, le lien entre gouvernement et technologie est un thème souvent abordé par la science-fiction. La deuxième moitié du XXe siècle a été baignée de discours de reconstruction par la technologie, et cela n'allait pas épargner les mangas. Les couvertures des magazines de prépublication en sont un exemple. Les magazines de la fin des années 50 représentaient souvent des jeunes garçons au volant d'une voiture de course, aux commandes d'un avion de combat ou encore en tenue d'astronaute. On associait l'image du jeune japonais avec les technologies, la productivité et la mécanique. Dans les années 60, la tendance allait s'accentuer avec la représentation d'engins de guerre comme des porte-avions, des avions ou encore des chars d'assaut, et puis des machines liées à la conquête spatiale telles que des fusées et autres satellites. Les discours de reconstruction nationale par la technologie sont à leur apogée lors de l'exposition internationale d'Osaka de 1970. L'enjeu était de montrer que la reconstruction du pays était un franc succès. Avec son thème Progrès et harmonie de l'homme, l'exposition défendait une vision positive de la coexistence avec les technologies. La réussite économique du Japon dans les années 70 et 80 va transformer ses discours en plaidoyer nationaliste, vantant des pseudo-spécificités culturelles nippones, cette fois dans le prisme des succès technologiques. Finalement, ces discours gouvernementaux persistent de nos jours avec un Japon dépeint comme une utopie où la technologie soutient l'homme harmonieusement. Mais loin de devenir des outils de propagande au service du gouvernement et du progrès technologique, les mangas de science-fiction ont su garder leurs idées et leurs thèmes d'origine pour exprimer les craintes, les doutes et les questionnements face au progrès. Avec son œuvre Chokan Fujimi de 1967, Keiji Nakazawa faisait revenir d'entre les morts l'équipage d'un navire de guerre japonais pour combattre l'armée américaine, se moquant ainsi du fanatisme nationaliste tout en se faisant le témoin de son époque. Nakazawa créera par la suite son fameux Gen d'Hiroshima en 1973 qui montre en détail les effets de l'attaque nucléaire américaine sur sa ville natale d'Hiroshima. Son manga rappelle, notamment aux Japonais, les dérives technologiques et les dangers du progrès. Astro est capable de comprendre plus de 60 langues grâce à un traducteur automatique dont il est équipé. Cette caractéristique est importante car elle illustre potentiellement un désir japonais d'échange culturel dans la période d'après-guerre. En effet, Astro est né tandis que le Japon était occupé et virtuellement contrôlé par de nombreuses nations étrangères. La capitale verrait par exemple la culture américaine débarquer tel un rouleau compresseur entre comics et films. Notamment. Il n'est d'ailleurs plus à démontrer que le style de Tezuka et l'apparence d'Astro ont été influencés par les dessins de Walt Disney. La volonté de reconstruction du Japon est ainsi fortement teintée d'internationalisme et on ne s'étonnera alors pas de retrouver des preuves de ce phénomène dans les mangas de science-fiction. Par exemple, on pourra citer Cyborg 009, manga de Shotaro Ishinomori, qui fit son apparition en 1964 et qui raconte la révolte de 9 humains transformés en cyborgs par une organisation maléfique et technologiquement avancée. Et la chose à noter, c'est que chacun de ces cyborgs a une nationalité différente. Le héros est moitié japonais, moitié américain. Comme dans Astro, on retrouve ici un souhait japonais de coopération internationale. Mais alors que Cyborg 009 incarne le dialogue entre nations, des œuvres subsidiaires allaient montrer une humanité réunie sous un seul gouvernement
gouvernement et où les différences culturelles avaient tendance à disparaître, ceci afin de parler de l'humanité comme un tout. On pourrait renvoyer à Leiji Matsumoto et son célèbre Albator de 1969, où les humains sont dirigés par un gouvernement unique, que l'auteur aime d'ailleurs ridiculiser. La franchise Gundam, quant à elle, raconte dès 1979 des affrontements futuristes entre les terriens et des humains peuplant des colonies spatiales qui ne veulent plus être aux ordres de la planète bleue. Enfin, en 1982, Super Dimension Fortress Macross affiche une humanité également unifiée alors qu'elle lutte contre l'invasion de sa planète pour s'exiler ensuite dans l'espace. On l'a vu, Astro est un robot construit pour ressembler à un enfant humain. Au départ, notre héros ne connaît pas sa vraie nature. Après avoir découvert le poteau rose, il prend conscience que ses congénères n'ont pas les mêmes droits que leurs créateurs et ils sont souvent malmenés. Astro deviendra alors le défenseur des droits des robots. Le manga va aborder de manière récurrente la thématique de l'humanité des robots. Le manga de Tezuka pourrait ainsi être rapproché du Pinocchio de Walt Disney, sorti en 1940, soit 11 ans avant la première apparition d'Astro. Par la suite, de nombreux mangas vont s'appuyer sur cette thématique pour construire leur récit. Par exemple, Switch-kun de Terumi Fujiki et Robo Ika de Koremitsu Metani, tous deux créés en 1959, donnaient vie à des robots devenus membres d'une famille japonaise. Sur un ton comique, on nous y montrait donc la vie d'humains aux côtés d'êtres artificiels. Ce schéma du robot s'invitant dans le quotidien d'une famille deviendra par la suite très présent dans les mangas. Concurrent direct d'Astro en termes de popularité, Doraemon, le chat robot venu du futur de Fujio Fujiko, fut créé en 1969. Doraemon possède une poche ventrale depuis laquelle il sort des gadgets futuristes que le héros, Nobita, utilise constamment de manière dangereuse. La poche de Doraemon devient alors une métaphore des divergences entre les technophiles et technophobes de la science-fiction. Un peu plus proche de nous, les smartphones et les tablettes ont rendu la technologie plus tactile. On allait alors voir le robot domestique se parer d'une pointe d'érotisme. Spécialiste du manga romantico-comique, Katsura allait créer en 1990 son désormais célèbre Video Girl Eye, une histoire d'amour improbable entre un ado et une fille sortie d'une VHS. Là où Tezuka préférait des robots au cœur humain, la science-fiction japonaise d'après-guerre faisait les yeux doux, depuis notamment Mazinger Z, à des robots géants pilotables. Autrement dit, il y avait un désir de placer un homme dans la machine. Dès son île au trésor de 1947, Tezuka laisse son empreinte sur les représentations à venir de la technologie des années 50 et 60. Les planches montrent une voiture aux courbes ostentatoires et aux pneus déformés par la vitesse. Le véhicule évoque ainsi l'organique. L'auteur s'éloigne d'une imagerie réaliste et négative du mécanique, dans un Japon qui se remet à peine des vrombissements des bombardiers faisant pleuvoir l'acier et le feu. Cependant, si la plume de Tezuka transmet son pacifisme et son humanisme, les Japonais allaient être rappelés à la dure réalité de la guerre et de ses machines. La guerre de Corée n'allait pas tarder à montrer le bout de son nez, sans oublier la purge rouge pendant l'occupation du Japon par les forces alliées à la fin des années 40 et au début des années 50. Ainsi, l'homme dans le robot n'est finalement pas si éloigné de l'homme dans le char d'assaut, et si l'esthétique organique de Tezuka se retrouve dans la simplicité de Goldorak, la fin des années 70 ramène les mangas de science-fiction au réalisme des machines de guerre futuristes. L'imagerie militaire n'était jamais très loin et certains parlaient alors de Real Robot. Les mangaka des années 70 et 80 avaient été préparés à ce changement de code. Avant de demander des couvertures aux mangaka, les magazines de pré-publication utilisaient des illustrateurs ou des photographes qui avaient l'habitude de représenter des machines de guerre de manière réaliste entre avions japonais et
porte-avions américains. Avec l'arrivée de la conquête spatiale, ces mêmes professionnels vont jouer sur les imaginaires pour coucher sur le papier des véhicules de guerre futuristes. On pourra penser à Shoji Otomo, écrivain de science-fiction et passionné de monstres géants. Avec d'autres dessinateurs, Otomo allait créer, pour certains magazines, des plans de coupe détaillés du contenu organique et mécanique des monstres et des robots géants des années 70. Et il dessinera en détail le vaisseau spatial de 2001, l'Odyssée de l'espace, fameux film de Kubrick datant de 1968. Ce qui ne ferait que renforcer ces tentatives et qui allait pérenniser cette esthétique, ce serait Gundam en 1979 et en 1982 Macross. Ces deux univers allaient bâtir leur succès sur le réalisme et le souci du détail apporté aux exosquelettes de combat pilotés par les héros de ces séries. Les créateurs de Macross seraient d'ailleurs à l'origine des illustrations des exosquelettes pour un animé de 1988 adaptant le fameux roman Starship Troopers. Les créateurs de Gundam allaient coller à cette approche pour que leur robot pilotable soit vraisemblable. On y ressentait une passion pour le mécanique qui allait se retrouver dans les Gunpla, ces maquettes à assembler issues de la licence Gundam. Globalement, le lectorat en est venu à utiliser le terme mecha pour nommer ce genre d'histoire de robots géants et d'armures pilotables, faisant ainsi référence systématiquement à la mécanique. Mais bien sûr, on ne pourrait pas clore ce sujet sans passer par la case cyberpunk. Après la guerre et surtout le volet nucléaire, les mangas allaient voir apparaître dans leurs pages des hybrides homme-animal ou encore homme-machine, parfois résultat de manipulation génétique. Pour sa part, Shotaro Ishinomori explorait l'humain augmenté dans son Cyborg 009, puis avec les premiers Kamen Rider créés en mélangeant leur génome à ceux des insectes. Mais c'est bel et bien au cours des années 80, au travers du cyberpunk, que de plus en plus de mangas se penchent sur des questionnements éthiques liés au mélange du corps humain et du mécanique. Il suffit de se souvenir du succès colossal de Ghost in the Shell, démarré en 1989, pour en avoir la preuve. On pourrait aussi penser à Gun, manga de Yukito Kishiro datant de 1990, titre exemplaire du genre et toujours reconnu comme incontournable aujourd'hui. L'esthétique amorcée du Real Robot allait ainsi être prolongée, incitant les artistes à montrer l'intérieur des cyborgs, les dessous de la chair synthétique, pour nous faire renifler l'huile et voir les rouages s'imbriquer les uns aux autres. On ne peut donc que le constater, malgré son image de prime abord quelque peu enfantine et lisse, les mangas de science-fiction, qu'ils soient plus anciens ou modernes, doivent en réalité beaucoup à l'enfant de l'atome, lui-même devant en grande partie son existence à l'histoire avec un grand H. Comme le petit robot au cœur nucléaire le faisait en son temps, les mangas de science-fiction, qu'ils soient tournés vers des utopies ou des dystopies, continuent de mettre en mots et en images nos peurs, nos espoirs, nos rêves et nos cauchemars quant à notre avenir et notre relation aux mécaniques, aux technologiques, à l'informatique et au synthétique. Né des cendres post-apocalyptiques, Astro a pourtant su incarner l'espoir, la défense de la vie et la promotion de la paix, tout en étant l'image d'une enfance et d'une innocence perpétuelle. Il nous rappelle à l'ordre, à sa manière bienveillante, tout en abordant de nombreux sujets fascinants et d'autant plus pertinents aujourd'hui dans notre monde hyper connecté, hyper technologique et à l'aube d'un avènement possible de l'intelligence artificielle. On comprend d'autant plus son rôle prépondérant et possiblement intemporel dans la galerie science-fictionnelle japonaise. Ainsi, il ne fait aucun doute que plus de 70 ans après sa naissance, Astro reste ce héros du futur qui nous fait vivre de vraies aventures.